Heureux de vous retrouver sur Cam News 24 pour cette auto-sortie d'International. Et c'est avec un plaisir en somme renouvelé que j'accueille ici le journaliste consultant spécialiste des questions internationales, Ghislain Kougan. Bienvenue. Le plaisir est partagé, merci. Avec vous, nous allons décrypter les points clés de l'actu mondiale de cette semaine en nous rendant en République démocratique du Congo où 9 civils congolais dont 5 femmes ont été tués dans un nouveau massacre attribué à des rebelles ougandais dans l'est de la République démocratique du Congo. 9 personnes, dont 5 femmes, ont été tuées dans la nuit de lundi à mardi dans l'est de la République démocratique du Congo, a annoncé une source militaire. Ce nouveau massacre, attribué aux rebelles ougandais musulmans des forces démocratiques alliées, a eu lieu dans la petite ville d'Oisha, au nord de la province du Nord Kivu. Selon le lieutenant Marc Azukai, porte-parole de l'armée congolaise, les assaillants se seraient introduits sous la pluie au quartier Tenambo pour commettre leur forfait. L'armée a lancé une opération de ratissage pour retrouver les auteurs de ces crimes. Oisha est situé dans le territoire de Beni, théâtre d'une série de tueries ayant déjà coûté la vie à plus de 500 personnes depuis octobre 2014. Alors, Ghislain Kougan, n'est-ce pas là une conclusion très facile pour le pouvoir de Kin d'imputer cet acte aux rebelles ougandais? Est-ce parce qu'ils sont musulmans, ces rebelles des forces démocratiques alliées? Non, pas forcément parce qu'ils sont musulmans. Je pense qu'il s'agit de ce qu'ils sont coutumiers du fait. C'est-à-dire qu'on sait très bien, et puis c'est de bonne guerre aujourd'hui. On sait qu'il y a une opposition, il y a une rivalité entre le pouvoir de Kinshasa et ces rebelles de l'ADF, les forces alliées démocratiques, qui notamment regorgent en leur sein des rebelles ougandais. On sait très bien que la RDC, le Kenya, l'Ouganda, je crois le Rwanda aussi, font partie des pays du Grand Lac. Et tous ces pays-là, évidemment, à travers les rebelles qui les peuplent, interviennent dans le conflit en RDC aujourd'hui entre le pouvoir de Kinshasa et ces rebelles. Maintenant, c'est vrai que c'est l'autorité de Kinshasa qui attribue, qui impute notamment ces massacres aux rebelles. Vous l'avez indiqué, il s'agit de 9 civils, dont 5 femmes. Donc, mais je pense que c'est une accusation qui est portée par un camp contre un autre camp. Maintenant, la position de rebelle peut amener à ce qu'on estime que puisque vous êtes rebelle, vous êtes coutumier du fait, vous n'êtes pas reconnu, les négociations ne s'arrangent toujours pas en République démocratique du Congo, et le pouvoir, toute l'armada de communication et autres, pour notamment estimer que ce forfait est le fruit des rebelles. Mais j'estime, je précise aussi que si vous avez le son de cloche de la communauté internationale, elle, finalement, ne va pas prendre le parti du pouvoir en place. Elle va plutôt faire part de ce que le parti au pouvoir a aussi une grande responsabilité dans ce qui se passe, parce qu'on estime que Joseph Kabila Kabange, qu'on le veut ou non, l'argument, le fait en filigrane, c'est l'environnement en RDC par rapport à l'élection présidentielle qui n'aura pas lieu en 2016. Et d'ailleurs, le parti au pouvoir a fait une sortie pour clarifier que l'élection présidentielle ne se fera pas en 2016, telle que prescrit par la Constitution du Congo-RDC. Est-ce qu'il ne serait pas possible aussi d'explorer la piste terroriste parce qu'on considère que ces rebelles des forces alliées seraient peut-être rattachés à un groupe terroriste? Oui, c'est une possibilité, mais ces rebelles, ce sont des gens qui sont identifiés. On sait très, je pense qu'on parle de rebelles justement liés au groupe ADF, hein, Forces alliées démocratiques au Congo. Ce sont des forces qui sont reconnues, qui sont établies, reconnues par l'autorité de Kinshasa, mais qui n'arrivent toujours pas à s'accorder sur un ensemble de faits pour une bonne gouvernance du Congo-RDC, par exemple. On peut également croire, penser, comme le dit notamment l'autorité congolaise, le gouvernement, qu'il s'agit des rebelles, notamment pilotés, qui appartiennent à ce groupe-là, à ce groupe politique au départ. Parce que très souvent, soit au Congo, au Rwanda, avec l'Ouganda, on estime toujours, quand on est dans l'opposition, on les appelle toujours des rebelles, des dissidents et forcément des délinquants. C'est un groupe connu. Maintenant, sa faction peut être rebelle, peut avoir commis ces exactions-là. Alors le président Joseph Kabila aurait-il perdu le contrôle de la province du Nord Kivu? Non, je pense que la province du Nord Kivu échappe depuis fort longtemps au pouvoir de Kinshasa. Le Nord Kivu, c'est très grand bastion. C'est là-bas qu'il y a les problèmes. Et d'ailleurs, je pense que la tuerie des civils est intervenue à Oisha, je crois, la ville là. Donc, ce n'est pas maîtrisable pour le pouvoir. Il s'agit d'un casse-tête chinois.
Et donc, de dire que l'autorité de Kinshasa a perdu le pouvoir sur le Nord Kivu, c'est une lapalissade. C'est le cas. Personne n'a un pouvoir sur le Nord Kivu aujourd'hui. C'est un bastion réputé pour des terroristes et pour des rebelles, en réalité. On retrouve les Ougandais, on retrouve les Rwandais. Oui, le Rwandais, tous les pays, tous les rebelles ou alors les combattants qui font partie des pays du Grand Lac. Parce qu'on sait que les mêmes Le combattants. point focal des rébellions. Voilà. Alors, quelles sont les mesures à prendre pour sécuriser définitivement cette partie qui, faut-il le rappeler, est frappée depuis octobre 2014 par une série de tueries? Je pense qu'il s'agit, comme on le dit toujours, il faut dialoguer, il faut échanger, il faut discuter. Mais je pense que le temps, on a tellement prôné le dialogue qu'aujourd'hui, on ne sait plus quoi dire. Et je pense que cela pourrait aussi, on pourrait trouver une issue à la sortie de crise dans ce bastion-là, à travers notamment le respect de la constitution de la RDC. Je pense également qu'il va être difficile. Pourquoi? Parce qu'il y en a parmi ces rebelles, parmi les forces ADF, qui estiment que le président Kabila doit laisser le pouvoir. Et du côté de Kabila, on ne pense pas vouloir le faire. Donc il va être difficile pour les différentes parties prenantes parce qu'il convient de préciser également que la communauté internationale a échoué dans sa médiation. Au point où aujourd'hui, la RDC fatigue. On a sommé le président Kabila à maintes reprises de faire ci, de faire ça, mais ce n'est pas le cas. Les rebelles aussi ne sont pas à exclure dans ces mouvements néfastes qui sont perpétrés en RDC. Donc il faut dialoguer, il faut échanger. Encore faudrait-il que le gouvernement et la rébellion puissent trouver des terrains d'entente pour que finalement on puisse résoudre la question. En évoquant justement, excusez-moi Ghislain de vous couper, en évoquant justement la piste du dialogue, est-ce que ces rebelles sont prêts à s'asseoir sur la même table que peut-être le gouvernement? Évidemment, ça a été le cas à un moment donné, sauf que il y a des sujets, il y a des faits, il y a des paramètres sur lesquels le pouvoir et les rebelles, si vous voulez, n'arrivent pas à s'entendre. Je prends un cas simple. S'il faut qu'on arrive... je pense qu'il est difficile aujourd'hui qu'on dise à Joseph Kabila d'arriver à un gouvernement d'union nationale. Pourquoi? Parce qu'il est encore au pouvoir. Alors, vous savez ce que vont réclamer les rebelles. Qui peut garantir de la moralité des rebelles une fois peut-être introduit dans le gouvernement, dans le partage du pouvoir? On ne peut pas. On voit le cas aujourd'hui avec le sud du Soudan, avec Salaki et Riek Machar, vice-président. Aujourd'hui, on ne comprend plus grand-chose. Je pense simplement qu'il faut commencer en RDC à respecter la Constitution, à aller vers l'élection présidentielle. Je ne dis pas que Joseph Kabila ne le fait pas, je dis simplement qu'il a expliqué pourquoi on ne peut pas avoir une élection présidentielle. D'ailleurs, la CENI l'a expliqué. Aujourd'hui, le fichier n'est pas suffisamment toiletté parce que 5 ans après, il y en a qui n'étaient pas capables de voter, qui aujourd'hui ont acquis la majorité électorale. Donc il y a un ensemble de choses qui ne sont pas réunies, des conditions pour qu'on aille à l'élection présidentielle. Il faut donc que les uns et les autres puissent tempérer leurs ardeurs, qu'on attende de rétablir le Congo sur le chemin de la Constitution. En attendant donc que le Congo revienne sur le droit chemin avec ces tueries, éviter toutes ces tueries, on va se rendre en Libye pour parler justement de la libération du fils Kadhafi. Alors, qu'est-ce qu'on dit? Condamné à mort par contumace par le tribunal du régime libyen internationalement reconnu et détenu depuis près de 5 ans, Saïf al-Islam a finalement bénéficié d'une amnistie générale. Alors, on vient seulement d'apprendre qu'il a été libéré mi-avril. Alors, qu'est-ce qui peut justifier ce camouflet sur la libération de Saïf? Je pense qu'il s'agit d'une question de communication, il s'agit aussi d'une question stratégique. Avant de communiquer la libération de Saïf al-Islam, il fallait que toutes les dispositions soient prises, notamment pour trouver un refuge à celui-là. Vous savez, son avocat a fait part de ce qu'il est sur le territoire libyen et il est en lieu sûr. Donc il fallait qu'on s'assure et qu'on se rassure de tous les contours pour éviter des débordements. On sait qu'il y en a en Libye qui sont revanchards, qui estiment que non, il faut finir avec le clan Kadhafi. Il y en a qui estiment par contre, qui sont nostalgiques de Kadhafi, qui pensent qu'aujourd'hui on n'aurait pas dû entamer la révolution de 2011, entre guillemets, qui notamment a trucidé la Libye, qui aujourd'hui, tout le monde le sait, est le marché mondial du terrorisme. Donc il fallait qu'on trouve véritablement tout cela, il fallait que toutes ces questions
de sécurité, de stratégie, toutes les discussions puissent être entreprises, notamment pour qu'on arrive là. Vous savez aussi que la libération, parce qu'il bénéficie d'une grâce générale qui avait été proclamée par le Parlement de Tobrouk, qui est celui-là qui est reconnu par la communauté internationale et qui a donc voté une loi d'amnistie générale qui s'est étendue à tout le monde, aussi au Kadhafi. Kadhafi n'était pas le seul, le petit Kadhafi n'était pas le seul. Il y avait aussi 8 autres qui avaient été condamnés avec lui. J'ai précisé qu'il avait été arrêté, pour qu'on comprenne très bien, en 2011 par un groupe de milices qui était opposé au pouvoir de Tripoli. Et le groupe de milices a gardé Saif al-Islam en dehors de tout cadre légal, a refusé de remettre le prisonnier au pouvoir en place, en réalité. Et même quand on a ouvert son procès en 2014, il comparaissait par vidéoconférence, parce que ce milice-là ne voulait pas le libérer, en fait, ne voulait pas remettre notamment à l'autorité libyenne Saif al-Islam. Et la communauté internationale... Oui, voilà, justement, remettre le captif, on va l'appeler comme ça, à l'autorité libyenne reconnue internationalement. Alors, pourquoi amnistier un personnage qui a été condamné à mort en 2011? Autrement dit, peut-on avoir les mobiles de cette amnistie générale? Non, le mobile, c'est quoi? Non, premièrement, je pense qu'il faut qu'on puisse rétablir un ensemble de choses. C'est pourtant le pouvoir reconnu internationalement qui l'a condamné par contumace. Non, quand on le condamne, à ce moment donné, il n'y avait pas encore, je crois, oui, le pouvoir en réalité a introduit l'amnistie. Je pense que quand on le condamne, c'est le pouvoir, il était à Tripoli. Mais il n'y avait pas véritablement le condamné, je crois, en 2015. Le 28 juillet 2015, il est condamné à mort en réalité. Mais le problème, c'est que la sentence ne s'est pas exécutée. Pourquoi? Parce que le pouvoir ne l'avait pas. Il était détenu par une milice qui n'avait rien à voir avec le pouvoir, soit de Tripoli, soit de Tobrouk. Alors la milice, notamment, refuse de remettre Saif al-Islam aux autorités. C'est pourquoi, après avoir été condamné, on ne pouvait pas exécuter la tendance. On le condamne même sans la voir. On sait qu'il était détenu, je crois, à 180 km à Zintan, là-bas, à 180 km de Tripoli, mais l'autorité gouvernementale ou politique libyenne n'avait pas en sa portée, notamment le captif, comme vous souhaitez qu'on l'appelle. Donc, aujourd'hui, avec les négociations, on veut apaiser les tensions, on travaille à la Libye pour mettre sur pied un gouvernement d'union nationale qui n'arrive toujours pas à asseoir toute son autorité sur toute la Libye. On pense donc qu'avec la libération, la grâce accordée à Saif al-Islam, cela peut amener à réunir les kadhafistes, ceux qui sont nostalgiques et ceux d'aujourd'hui, pour arriver un peu à pacifier le pays, pour qu'on ait un gouvernement d'union nationale, enfin un parlement si vous voulez, d'union nationale, qui aujourd'hui souffre de ces nombreux maux que sont terrorisme, pillage et autres. Avant d'aborder la question concernant justement le tribunal pénal international, je voudrais savoir, est-ce qu'il est possible que cet amnistié soit dans ce gouvernement d'union nationale? Bien sûr que non. Mais je pense que sur le plan stratégique, et vous m'avez posé la question de savoir pourquoi est-ce qu'après avoir été libéré depuis le 12 avril dernier, ce n'est que le 6 juin qu'on a révélé, je crois 2 mois plus tard, c'est justement parce que la nouvelle a été publique. Il y a automatiquement eu des discussions avec l'islam. Il peut aussi contribuer, pas forcément de manière visible, à ce qu'on puisse rétablir la paix. Il peut travailler, il peut indiquer un ensemble de fonds qui appartiennent au pouvoir libyen quelque part. On pense qu'on peut l'exploiter suffisamment pour remettre la Libye sur le bon port, sur les bons rails aujourd'hui. Donc c'est une possibilité à explorer aujourd'hui. Maintenant qu'il soit libéré, et je pense qu'il faudrait, ça va être difficile, parce que là aussi un revers, c'est que depuis longtemps, la CPI, vous le savez très bien, a demandé qu'on puisse transférer le captif parce que la CPI, et d'ailleurs Human Watch l'a relevé, estimait que la Libye n'avait pas compétence, un tribunal compétent suffisamment équitable pour... Alors maintenant que le fils de Mohamed Kadhafi est amnistié, que reste-t-il des poursuites menées contre lui par le tribunal pénal international? Ces poursuites restent entières. Et c'est d'ailleurs la raison pour laquelle son avocat a fait part de ce qu'il va soumettre une demande auprès de la Cour pénale internationale, parce que l'avocat a été commis par la Cour pénale internationale. Il a donc estimé, il a fait part de ce qu'il va soumettre une demande à la Cour pénale internationale de suspendre toutes les poursuites engagées contre Saif al-Islam pour crimes contre l'humanité, crimes de guerre et crimes contre l'humanité.
en réalité. Pourquoi? Parce que vous savez très bien que lorsque la Libye refuse d'extrader le captif, c'est parce que la Libye veut faire de Kadhafi un exemple, estimer que nous sommes capables aujourd'hui de juger un tel captif de cette envergure-là chez nous. Là, c'est un procès historique pour la Libye qui est estimé être juridiquement prête à juger celui-là de manière équitable. Ça a été fait puisqu'il a été gracié aujourd'hui. Donc, à travers la grâce, la Libye veut aller sur la voie de l'apaisement aujourd'hui et non pas de la division. En tendant la main, c'est une façon de tendre la main notamment, d'aller vers la réconciliation. Et c'est ce qui se passe aussi avec les deux parlements. On estime que pour réunir les deux parlements, pour avoir un gouvernement d'union nationale, il faut que tous les partis prenants soient là. Il faut qu'on essaie un peu de cicatriser les plaies du passé. Et le fait de libérer à l'islam participe de cela aussi, même s'il y a aussi des questions stratégiques derrière. C'est fondamental, c'est intéressant. Maintenant, on verra comment est-ce que la suite va être amorcée pour que la Libye revienne sur de bons rails. Vous parlez tout à l'heure du fait que les poursuites menées contre lui par le tribunal pénal international restent. Oui. Et que va faire le tribunal international pénal s'agissant, je crois, des conventions de Rome qui stipulent que un individu ne peut pas être poursuivi pour avoir été déjà jugé pour des crimes commis. Est-ce qu'on va encore revenir à poursuivre le fils de Kadhafi pour des crimes dont il a déjà été jugé et amnistié? Non, je pense que c'est terminé là. C'est pourquoi j'estime que maintenant, ça va agacer le tribunal pénal international en fait. Moi je disais, je précisais, avant que l'on ne puisse, avant que l'on ne gracie notamment le captif. Aujourd'hui qu'il est gracié, ça veut dire que la question, elle est close. Ça veut dire que la Libye a résolu le problème aujourd'hui. Elle s'est estimée compétente et donc elle a rendu une décision qui est claire. Maintenant, ça va agacer la CPI, mais la CPI doit en prendre acte. Et il revient maintenant à l'avocat de Saif al-Islam, qui est commis par la CPI, comme il est indiqué, de soumettre à la CPI une demande qui va indiquer de suspendre notamment les charges retenues contre lui. Il convient de préciser également qu'il avait été condamné en Libye pour crimes de guerre et corruption. Et qu'il y a eu une polémique, on estime que ceux qui l'ont condamné en Libye ne lui ont pas dit la vérité. On l'a fait par qu'il était condamné pour, par exemple, l'exploitation illicite de maïs piscicoles, de possession illégale de chameaux. Or, ce n'était pas le cas. Il était poursuivi pour crimes de guerre, crimes contre l'humanité et autres. Parlons à présent du processus électoral aux États-Unis. Le président Barack Obama des États-Unis, justement, a prononcé mardi à Charlotte, en Caroline du Nord, un vibrant plaidoyer en faveur d'Hillary Clinton, candidate démocrate à sa succession à la Maison-Blanche. C'est un très bon jour pour Hillary Clinton. Le FBI a recommandé de ne pas la poursuivre pour avoir envoyé et reçu des emails classés secrets sur un serveur privé. C'est un immense soulagement qui coïncide avec la première participation de Barack Obama à un de ses meetings de campagne. Il doit la suivre dans plusieurs États. Il n'y a jamais eu aucun homme ni aucune femme plus qualifié pour ce poste qu'Hillary Clinton, a-t-il déclaré. Et je suis ici aujourd'hui parce que je crois en Hillary Clinton. Et je veux vous aider à l'élire prochaine présidente des États-Unis d'Amérique. Première étape de cette tournée en duo, la Caroline du Nord, un État pivot pouvant basculer autant du côté démocrate que du côté républicain. Donald Trump y est aussi en meeting. Pouvez-vous l'imaginer assis dans le bureau ovale lors de la prochaine crise que traverse l'Amérique, a demandé Hillary Clinton à propos de son rival républicain. Le monde est suspendu à chaque mot que prononce notre président. Et Donald Trump n'est tout simplement pas qualifié et inapte en raison de son tempérament pour être notre président et commandant en chef. Donald Trump a réagi à l'absence de poursuites contre celle qu'il appelle Hillary la crapule en dénonçant un système truqué et corrompu dans son ensemble. Après avoir été concurrent lors des primaires 2008, Hillary Clinton avait offert à Barack Obama un soutien indéfectible. Il lui rend aujourd'hui l'appareil. Un véritable show à l'américaine, hein, Ghislain Kougan. Alors, dans quelle mesure cette position de sans embâche du président sortant Barack Obama
peut-elle ouvrir les portes de la Maison Blanche à Hillary Clinton? Ouf, je pense que c'est un non-événement. En fait, il s'agit d'un non-événement. C'est le contraire qui aurait surpris. Hillary Clinton est démocrate, Barack Obama est démocrate. Hillary Clinton a été secrétaire d'État de Barack Obama aux États-Unis. C'est normal que le président sortant, notamment, puisse rouler pour Hillary Clinton. Ce n'est que la moindre des choses. C'est le contraire qui aurait surpris. C'est normal. Donc moi, franchement, il s'agit de l'affichage politique. Il dit, je crois en Hillary. En fait, c'est ce qu'il dit. Il dit qu'il croit en Hillary. Maintenant, est-ce qu'il croit véritablement en elle? Bon, on croit, on le pense. Mais il dit qu'il croit. C'est l'affichage, c'est normal. C'est la campagne, c'est le clan démocrate. Il aurait dû aussi s'abstenir de faire une déclaration. Effectivement, mais s'il n'avait rien dit, cela aurait semé le doute. Les républicains auraient dit, voilà, même le président qui l'a servi ne dit rien à son sujet. Alors donc, il a dit. Là, il a fait ce qu'il fallait faire pour la forme, c'est clair. Et évidemment, c'est le même camp, c'est le camp démocrate. Quand vous écoutez le Barack Obama fait part de ce que Hillary Clinton, qu'aucun homme, aucune femme ne mérite ce poste plus qu'elle. Jamais. Mais est-ce qu'il parle de lui aussi? Il n'a jamais mérité. Est-ce qu'il parle de lui aussi qui a battu Hillary Clinton en campagne pour être président? Je pense qu'il a battu Hillary Clinton pour être président de la République. Donc ce sont des discours de campagne aujourd'hui. Et c'est normal, quand elle vient évoquer l'évolution de la relation entre elle et Barack Obama, de rivaux politiques, qui sont devenus partenaires, aujourd'hui ils sont amis. C'est normal. Je pense que ce sont des discours de circonstances, de campagne. Et ils sont en campagne, et donc on peut comprendre cela. Moi, ce que je vais évoquer, c'est intéressant, hein, la déclaration de Barack Obama pour Hillary Clinton, c'est quelque chose d'important, ce n'est pas rien. C'est un capital sympathique que Hillary doit capitaliser doit engranger pour la suite, c'est clair. Mais moi, je vois le bémol quelque part. Lorsqu'il fait part de ce que, si vous votez, ça c'est Barack Obama qui le dit, si vous votez pour le camp d'en face, ce n'est forcément pas à cause de l'économie. Parce que les républicains eux-mêmes ne savent pas de quoi ils parlent. Moi, je peux lire ça sur deux paliers. Premier palier, ça veut dire qu'en fait, sur le plan économique, les États-Unis ont échoué. C'est clair. Puisqu'il n'a pas dit politique, il n'a pas dit social, il a dit économie. C'est une façon de reconnaître que sur le plan économique, ça ne va pas et que l'économie est le cheval de bataille intéressant sur lequel les républicains peuvent s'engouffrer. Deuxième élément, ça veut dire qu'il reconnaît lui-même son échec sur le plan économique, puisqu'il est encore président de la République. Donc, ce sont des interventions de campagne qui peuvent aussi amener à être interprétées autrement, pas forcément dans le sens que Barack Obama voudrait qu'on voit, qu'on entende, qu'on comprenne, qu'on analyse. Parce qu'il y a l'image donnée, il y a l'image perçue, il y a l'image reçue. Telle que vous véhiculez une information, il n'est pas sûr que je veux l'appréhender sur le même prisme. Donc c'est aussi intéressant de le voir. Et évidemment, quand on va revenir sur la campagne de Hillary Clinton, vous savez que depuis elle est bloquée à cause d'une affaire de courriel. On va en parler. Voilà, donc je pense que c'est bien, c'est intéressant. C'est important avec l'image qu'on a eue de Barack Obama, un président normal aux États-Unis, un noir qui bute le pouvoir. Aujourd'hui, Barack Obama s'en va. On peut penser que dans la foulée, il peut inspirer, il peut aider, il peut créer le boulevard pour Hillary Clinton. On sait aussi que Hillary Clinton, ce n'est pas Hillary Clinton, c'est les Clinton. Il y a un Bill Clinton derrière. Et Bill Clinton, c'est une machine politique. Il est passé par là. D'ailleurs, on va revenir sur la polémique survenue il y a cela quelques jours entre Bill Clinton et le secrétaire d'État à la justice américaine. On peut y aller. En réalité, il y a une enquête qui est pendante, on va y revenir, sur Hillary Clinton pour les courriels. Et voilà que curieusement comme ça, sur un aéroport, vous avez eu Bill Clinton qui rencontre Loretta Lynch, qui elle est ministre de la Justice ou bien secrétaire d'État. Or, le ministre de la Justice chapeaute l'enquête qui est diligentée à l'encontre de Hillary Clinton. Et vous voyez, les deux font part de ce que non, ils ont discuté, ils ont échangé sur tous les sujets, sauf le sujet de l'enquête. Et vous voyez, et le camp d'en face a dit que non, il s'agit d'un truc qui a été ourdi par Hillary Clinton, qui sait la force, la fougue, qui sait les compétences. Le candidat de son mari, Bill Clinton, qui a laissé son avion, qui allait monter dans l'avion de Loretta Lynch pour échanger avec elle. Une rencontre que Hillary Clinton a estimée fortuite.
bizarrement fortuite. Et la rencontre arrive au moment où on doit rendre la décision, où le FBI doit rendre une décision sur l'enquête. Et vous avez Loretta Lynch, secrétaire d'État américain de la justice, qui vous fait face que non, elle n'a rien à dire, elle va se ranger à la décision du FBI. Et voilà le FBI qui fait part de ce que non, il faut arrêter les poursuites contre Hillary Clinton, même si elle a fait preuve d'une négligence extrême. Alors, l'opinion américaine pense qu'Hillary Clinton a bénéficié d'une mansuétude en raison de ses connexions cultivées depuis le temps où son époux était à la Maison-Blanche. Quelle est votre opinion sur la question? Mais c'est clair, c'est normal, c'est de bonne guerre. C'est maintenant aux Américains d'en prendre acte et de prendre les décisions qui s'imposent. Si on estime que les connexions bénéficiées par Hillary Clinton sont nocives, eh bien les Américains ont l'opportunité de le faire savoir, de s'exprimer sur cela. Mais je pense que c'est normal. Ce qui me semble bizarre, c'est que premièrement, il y a un palier que les Américains veulent franchir. C'est en cela que la politique aux États-Unis est intéressante. On a le sentiment qu'ils vont toujours avant les autres. Voilà une femme qui est sur le point d'être la personnalité du monde entier, la première. Il faut aussi voir ce penchant-là. Hillary Clinton veut être la première dame à être présidente des États-Unis. Un. Deuxième élément, elle est la femme d'un ancien président. Est-ce que les États-Unis tournent autour des Clinton? Je veux dire, c'est la première fois. Donc, est-ce que les Américains aujourd'hui sont suffisamment prêts d'accueillir, avec l'environnement politique, économique qui n'est pas favorable, une femme au pouvoir? Une femme dont le passage au poste de secrétaire d'État n'a pas été quelque chose d'évident. On sait ce qui s'est passé en Libye en 2013, avec le bombardement de l'ambassade libyenne, des États-Unis en Libye, avec la mort de l'ambassadeur Chris Stevens et d'autres aujourd'hui. Donc il s'agit de cela, c'est quelque chose d'important. Donc après Barack Obama, un noir américain au pouvoir, on veut changer de camp. Une femme au pouvoir, est-ce que c'est possible? Est-ce que les Américains sont suffisamment prêts pour accepter cela? La question se pose. Les fins limiers républicains pourraient aussi utiliser cette affaire de courriel, la retourner avec toutes les connexions qu'Hillary Clinton peut avoir du temps où son mari était à la Maison-Blanche. On peut retourner ça pour une affaire de corruption? A raison, une affaire de négligence. Vous ne pouvez pas expliquer pourquoi est-ce que Hillary Clinton, en tant que secrétaire d'État aux États-Unis, utilise un serveur privé pour envoyer des courriels. Et là, la décision du FBI, qui bien évidemment a fait part de ce que Hillary Clinton n'avait pas l'intention de violer la loi, elle n'a pas fait exprès, le FBI a clairement identifié, fait part de ce qu'il s'agit là d'une négligence extrême. Et que évidemment, en choisissant d'envoyer des courriels par un serveur privé, c'est qu'il est sûr qu'il y a certains messages secrets, classifiés, qui ont pu être interceptés par des individus qui n'auraient pas dû. Et là, cela relève de la sécurité des États-Unis. Comment une femme comme celle-là, à ce poste-là, peut être aussi négligente? On peut donc estimer que c'est de la même manière qu'elle va tout confondre, qu'elle va confondre la vie privée avec la vie publique, et là, mettre en danger toute la sécurité des États-Unis. Donc, ce genre de dérive, d'écart, d'ailleurs, Mark Comey, je crois, qui est le patron du FBI, a parlé d'une négligence extrême. Donc, c'est un argument qui sert aujourd'hui au compte d'en face à Trump, qui estime que non, on ne peut pas mettre une femme comme celle au pouvoir. Deuxièmement, elle est malhonnête parce qu'il estime que c'est elle qui a diligenté la rencontre entre Bill Clinton et Loretta Lynch. On va quitter les États-Unis pour parler à présent de football. Lionel Messi a été condamné à 21 mois de prison pour fraude fiscale. Une peine avec sursis pour l'attaquant argentin et son père. Lionel Messi et son père, condamnés à 21 mois de prison chacun pour fraude fiscale. Le tribunal de Barcelone leur reproche d'avoir fraudé sur les revenus tirés des droits à l'image de l'attaquant du FC Barcelone entre 2007 et 2009. Mais il y a peu de chances qu'il soit placé en détention, car en Espagne, les peines de moins de 2 ans ne sont généralement pas exécutées. Lionel et Jorge Horacio Messi devront aussi payer des amendes d'un montant total de 3,7 millions d'euros. Via un complexe montage de société organisé par son père, le quintuple ballon d'or argentin avait évité de payer plus de 4 millions d'euros au fisc espagnol, remboursés depuis avec les intérêts de retard. La défense de Messi avait assuré qu'il ignorait tout de ce montage et convaincu le parquet, mais pas le tribunal qui a condamné les 2 hommes.
Alors, selon les informations reçues, à mon avis, parler tout court de fraude fiscale, c'est vague. Alors, qu'est-ce qu'on reproche réellement au Messi du football argentin? On reproche à Léo Messi, au clan Messi, le fait d'avoir soustrait plus de 4 millions d'euros au trésor public espagnol. Ça veut dire quoi? Ça veut concrètement dire que lorsque Lionel Messi est footballeur, notamment en Espagne, au FC Barcelone, c'est entre 2007 et 2009, il fait les publicités Danone, Pepsi, Adidas. Et donc, il y a un montant qui doit revenir au trésor public espagnol, puisqu'il joue en Espagne. La ville, le pays l'accueille, et donc le pays doit en tirer profit. Et donc, le clan Messi a monté des sociétés au Royaume-Uni, au Belize, en Suisse, en Uruguay, pour notamment échapper, ne pas payer ces impôts-là entre 2007 et 2009. Et aujourd'hui, maintenant, puisqu'on sait qu'il a remporté la Ligue des Champions en 2006, ça veut dire qu'il gagnait déjà de l'argent à ce moment-là. Et donc, le trésor public, en fait, la justice espagnole est sur Messi depuis 2013. Donc, il est dans le collimateur de la justice espagnole depuis 2013 en réalité. Parce que vous savez qu'aujourd'hui, Messi fait partie des 4 sportifs les mieux payés au monde d'après la revue Forbes. Et donc, on a ouvert dans une enquête, on s'est rendu compte que justement, il y avait des sociétés écrans qui étaient montées aux États-Unis, au Royaume-Uni, en Suisse, pour que Messi évite notamment de payer ces 4 millions d'euros de charges fiscales. Voilà qui est clair maintenant. Qu'est-ce qui explique, qu'est-ce qui laisse croire que cette condamnation n'annonce pas la chute de ce génie qui a écrit jusqu'ici les plus belles pages de la Liga? Non, c'est vrai qu'il s'agit d'une succession de faits pour Léo Messi. Il perd la Copa América en finale, et puis il annonce rapidement sa retraite internationale, et puis voilà un coup de massue, 21 mois de prison. Mais je pense que vous savez qu'il n'ira pas en prison, parce que pour une peine qui est inférieure à 2 ans, on n'exécute pas, et en même temps on a demandé une commission probatoire pour Léo Messi, qui doit payer une amende de près de 2 millions d'euros. Pour tout cela, et son papa condamné aussi, il va payer 1,5 million d'euros. Il est condamné à 21 mois. Le fait est que Lionel Messi, en réalité, a choisi, lui et ses avocats, de rester dans l'ignorance. Il a fait parce qu'il n'était au courant de rien. Il ne s'intéressait pas à comment est-ce que tout était géré. Voilà la position que Messi a adoptée depuis le début du procès jusqu'à la sentence. Peut-on s'autoriser à faire un rapprochement du cas Messi avec le procès Diego Maradona, autre célèbre footballeur argentin impliqué en son temps dans les affaires de drogue en Italie? Drogue, non, je pense que pour Maradona a été un peu trop poussé, était un peu plus extravagant. Ici, il s'agit peut-être de mauvaise foi. Or, quand on parle de drogue, là, c'est autre chose. Ça, on voit la délinquance, on voit le crime. La drogue, c'est un peu ça. Ce crime aussi. Crime, voilà. Haute mafia, non. Là, c'est peut-être la mauvaise foi, protéger son argent. Hein. Il ne veut pas suffisamment en dépenser. Mais je pense que pour revenir, on peut plutôt rapprocher le fait de Messi au cas Javier Mascherano, son compatriote à l'équipe nationale argentine, qui joue également avec l'UFC Barcelone, qui a été condamné en 2015 à payer 1,5 million d'euros pour avoir fait la même chose, avoir dissimulé. Donc, on peut même dire, est-ce qu'il s'agit d'une culture argentine? Là, c'est ce qu'on peut aussi penser ainsi. Mais je pense que pour revenir sur le cas Messi, il faut comprendre en réalité que le père de Messi, lui aussi, qui a été condamné, parce que Messi a fait part de ce que, bon, c'est son père qui gérait toutes ses affaires, il était au courant de rien, mais son père lui dit que lui aussi n'était pas au courant de grand-chose, que ce sont ses conseillers fiscaux, les avocats qui faisaient le reste. Mais la justice a demandé qu'on relâche Messi, mais qu'il faut qu'on mette le père en prison, parce que rien ne peut se faire sans le père de Messi, vous savez, qui est un peu comme son agent, en réalité. Donc, il faut comprendre qu'au départ, Messi, avec cette version de je n'étais au courant de rien, a convaincu le parquet espagnol, mais pas les juges, qui ont estimé que si on relaxe Messi aussi facilement, cela voudrait dire qu'on donne un signal aux citoyens qui ne doivent pas s'intéresser à leurs obligations fiscales et puis s'en détourner. Donc en frappant Messi de 21 mois, on veut faire comprendre aux Espagnols qu'ils doivent s'intéresser à leurs obligations fiscales. C'est-à-dire savoir comment ça se passe. Je pense que je dis que Léo Messi a 29 ans, pas 27 ans, bon, à partir de 25 ans, puisque 2006, machin, mais si vous ne vous intéressez pas à comment on gère votre argent, c'est quand même difficile à comprendre. Mais on peut également estimer qu'il fait confiance à son papa et que oui. Donc, on va donc dire que c'est une nouvelle ère qui s'ouvre pour Messi. Maintenant, il joue la Liga judiciaire. Merci Ghislain Kougan d'avoir accepté l'invitation internationale. Le plaisir est partagé. Et à vous, fidèles téléspectateurs, bonne suite en compagnie des programmes de Camus 24 qui se poursuivent. À bientôt.